Les origines de la 3D, bien, c'est dès le début du cinéma et de la photo, avec des vagues de relief, notamment dans les années 50 aux États-Unis, mais où les moyens de filmer et de restitution, surtout en salle, étaient beaucoup plus complexes qu'aujourd'hui, parce que grâce au numérique, la façon de filmer, la façon de gérer aussi toute la post-production, le montage de façon numérique et la projection fait qu'on peut se garantir d'une bonne qualité d'image relief. Je pense que le plus important, c'est de comprendre que ce ne sont pas tout à fait les mêmes codes de langage que le film traditionnel. Le scénariste comme le réalisateur doivent prendre en compte dès le départ, c'est cette notion de profondeur, d'espace qui fait que du coup, au lieu d'un film traditionnel, on se retrouve plutôt dans un espèce de mix entre le film et le théâtre. Ce que les spectateurs auront au final dans leur écran de cinéma, avec leurs lunettes, c'est ce que nous appelons une boîte scénique. Donc l'image ne sera plus uniquement sur l'écran, mais où on aura dans cette boîte scénique toute une partie d'espace qui se trouvera entre cet écran et les spectateurs, et une autre partie qui se trouvera en sensation derrière l'écran. Ça génère dès l'écriture la nécessité de gérer cet espace par ses décors, par les personnages, savoir comment on les situe dans cet espace, comment ils vont évoluer, si nous situons le spectateur à proximité physique de l'acteur, ou si au contraire nous laissons une distance, tout compte. On ne peut plus tricher de la même façon avec les longues focales, les courtes focales. Il faut avoir une cohérence de cet espace sur toute la durée de son film. Il y a donc une véritable possibilité de s'exprimer artistiquement avec cet espace, mais une nécessité aussi dès le départ de gérer et d'avoir une cohérence de cet espace sur toute la durée du film. C'est justement ce qui était très intéressant de travailler avec Wim Wenders sur le film Pina, c'est qu'il s'est approprié le relief comme un médium, comme un outil d'expression artistique. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de films qui ont été réalisés après Avatar, comme des blockbusters, ou d'autres films qui ont été pensés, réalisés, montés en 2D et en calquant juste un effet 3D par-dessus. Du coup, je pense que ce principe-là peut lasser à terme les spectateurs parce qu'on ne profite pas de tout ce que le relief peut nous apporter et qui va bien au-delà du côté spectaculaire que peut aussi apporter le relief, qui est très bien, mais qui n'est définitivement pas sa vertu artistique principale. Plus que des sujets dits 3D, je pense que c'est une façon d'envisager son film, sa mise en scène et son montage, enfin l'ensemble de son film, qui va garantir un film intéressant en 3D et pas son sujet. Pina est, je pense, une belle réussite de film en relief. Évidemment, la danse est intéressant pour de la 3D, mais je pense aussi qu'on peut faire un très mauvais film relief sur de la danse. À partir du moment où justement on n'a pas envisagé ce qu'on pouvait faire dire avec cet espace et la façon dont on voulait mettre en scène et mettre en scénographie son film. Donc pour moi, définitivement, on pourrait avoir un film à suspense en noir et blanc, un film intimiste de famille, une comédie romantique, n'importe quel film à partir du moment où on l'a dès le départ envisagé en relief et donc écrit et réfléchi à cette mise en scène avec cette notion de profondeur. Ce qui est très important quand une production, un réalisateur se pose la question de faire son film en relief, et ce que nous encourageons à faire la plupart du temps avec Alain Derobe et le reste de l'équipe, c'est de faire des essais caméra, des tests, et d'aller jusqu'au bout de ces petits tests sur un montage qui sera projeté ensuite sur
grand écran pour pouvoir justement leur montrer par l'image de façon plus ludique et pédagogique et directe aussi, de voir ce qu'ils peuvent obtenir avec le relief sur une partie émotionnelle, dramatique, immersive, par l'image. Ce qui est beaucoup plus important, il y a des codes et des règles, il y a des choses à respecter, c'est souvent complexe et vaste à comprendre. Il n'y a pas de meilleur exemple que l'image, surtout pour un réalisateur ou un chef opérateur ou un scénariste, de pouvoir comprendre immédiatement sur certains cas de figure ou mouvements de caméra ce qu'ils peuvent obtenir avec le relief au résultat final, c'est-à-dire sur un écran de projection, et pouvoir utiliser du coup certains outils du relief à des fins artistiques. Aux États-Unis, les gens respectaient la disparité des caméras, c'est-à-dire l'interaxe, l'écartement entre les deux caméras, pour que ce soit le même que l'écartement oculaire humain, c'est-à-dire à peu près 6 cm 5. Et donc le seul moyen qu'ils avaient ensuite de faire varier le plan de convergence et cette boîte scénique dont je vous ai parlé, c'était d'anguler les caméras, donc de converger, en américain on dit converge, pour pouvoir ajuster le plan de l'écran là où il le souhaitait. Et c'est vrai qu'à l'époque, Alain il a commencé ses travaux sur la stéréoscopie, Alain de Robe, il y a presque 20 ans maintenant. C'était un des seuls à aller dans le chemin de la variation de l'écartement et pas de la variation de l'angulation. Pour lui, cette principale philosophie, c'était déjà de respecter ce qui allait être au plus loin dans l'image pour éviter de faire diverger les yeux des gens, parce que c'est une des causes principales des maux de tête et des douleurs oculaires. Et de respecter surtout ce qu'on appelle death continuity, c'est-à-dire une cohérence d'espace sur toute la durée du film. Donc au départ il est parti sur le fait de donner la possibilité aux caméras, je ne vais pas rentrer dans toute l'explication, mais donc de varier, de partir d'un très petit écartement, d'où les systèmes de rig à miroir. On peut partir de 0 cm d'écartement entre les caméras jusqu'à une dizaine, alors que les Américains, historiquement, étaient plutôt partis sur 2 caméras côte à côte, mais qui pouvaient anguler. Voilà. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins vrai. Il y a beaucoup d'Américains qui utilisent, alors peut-être pas toute la méthode de Robe, mais la possibilité de faire varier l'écartement des caméras plus que la convergence, l'angulation. Cette méthode-là nous permet de pouvoir en tout cas tout filmer en relief. Et des plans de comédie comme ou dans Pina, venir très très près des danseurs, ou des plans de comédie comme dans Astérix que nous venons de tourner, le prochain Astérix en 3D, où parfois les comédiens étaient à une cinquantaine de centimètres de la caméra, coupés par le bord du cadre. Enfin, laisser au chef opérateur et au réalisateur la possibilité de cadrer de la façon dont ils ont envie de cadrer, et donc de pouvoir s'adapter, adapter le relief en toutes circonstances. Et le fait de faire varier donc l'écartement nous permet de gérer toutes les configurations artistiques, les choix, des intentions artistiques du réalisateur. Voilà. Il y a des bonnes et des moins bonnes choses dans chaque technique. C'est ce que je développerai aussi dans la conférence. Mais toute la technique d'Alain, c'est au départ une vraie recherche sur la vision humaine pour ne pas heurter la sensibilité visuelle des spectateurs, qui est importante, puisque un spectateur qui a mal à la tête n'est pas un spectateur content. Mais tout ça a une finalité, c'est servir un propos artistique. Et c'est pour ça que je partage sa méthode et qu'aujourd'hui je suis au Canada pour pouvoir en parler voilà, avec enthousiasme et passion.